Nabil Ayouch, mesdames et messieurs. Merci beaucoup à toutes et tous. Et avant toute chose, si vous permettez Marion, je dois confesser un oubli majeur tout à l'heure. Quand j'ai cité les techniciens et techniciennes qui étaient dans la salle, j'ai oublié ma merveilleuse chef maquilleuse qui est Jennifer Courrouge. Où es-tu, Jennifer ? Jennifer, s'il vous plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. Parce qu'elle a fait un travail extraordinaire sur le film et je m'en veux terriblement depuis tout à l'heure. Surtout qu'elle m'a fait un accueil aussi à l'entrée, donc voilà. J'aurais pu aussi citer Christelle Agnello, Virginie Surdège, Nicolas Rumpel, qui sont aussi dans l'équipe, mais qui ne sont pas là ce soir, malheureusement, pour une bonne raison. En tout cas pour Virginie Surdège et Christelle Agnello, parce qu'ils sont sur le film de Mariam, ma femme, à Tanger, en train de tourner. Et voilà. Quand je parlais de famille belge tout à l'heure, je suis heureux de pouvoir leur rendre hommage et de les remercier 1000 fois. Alors bien évidemment, il est là pour vous entendre vos questions, vos réactions, mais comme je sais que c'est toujours difficile de prendre la parole en premier, eh bien, à l'introduction, vous avez dit que vous l'aviez presque attendue, Nisrine Erhadi. Qu'est-ce que vous avez vu en elle, et peut-être même reconnu en elle, qui pourrait faire une si incroyable Sherat, cette femme ici libre, courageuse, même déterminée? Sa force, son courage, le fait qu'elle soit sans compromis, sans concession dans sa vie de tous les jours, et puis qu'elle ait compris à quel point ce rôle allait, pour qu'elle puisse être crédible en tant que Shichat, lui demander du temps, du travail en amont du film. Ça a duré à peu près 1 an, pendant lequel elle a accepté de mettre sa vie d'actrice entre parenthèses, de refuser tous les projets pour se coacher sur le chant, la danse, la manière de bouger, de parler, les codes des shichats, avec trois shichats qui ont chacune à leur niveau apporté beaucoup dans ce travail avec Nisrine. Donc voilà, elle s'est donnée corps et âme sur le projet et avec beaucoup de brio et de courage, encore une fois. Ça se ressent. À vous. Questions, réactions, partage. Nous avons des micros à disposition si vous avez peur qu'on ne vous entende pas. Merci, j'aime vraiment beaucoup ce film parce qu'il est tout à l'honneur d'une certaine pureté de sentiment qui nous manque tellement actuellement. Et ça, c'est précieux. Et dans les salles de cinéma, on trouve encore ce courant de sincérité et d'émotion dont nous avons tous tellement besoin. Merci. On ne peut pas tricher sur un écran aussi grand que ça. Ça se voit tout de suite. J'aurais voulu dire merci beaucoup, de toute manière, pour votre film. Moi, ça m'a ramené à une histoire qui est celle de mon enfance, mais que je connais très peu, parce que je suis un enfant issu de l'immigration. Mais j'ai adoré ça. Vous m'avez fait replonger dans une histoire qui, à mes yeux, m'appartient, mais que j'ai découvert grâce à vous. Alors, un grand merci pour cela. Merci. Oui, juste ici devant. Du tout. Je vous retrouve avec plaisir. Chacun de vos films m'émeut, m'épate, m'emporte, m'envoûte. Et là, c'était un peu l'apothéose de tous les autres, je crois, que j'ai vu de vous. Ça m'a plongé dans mon enfance où on voyait les femmes shichettes, souvent dans nos enfants. On a partagé ça avec nos parents, avec nos familles. Quand on rentrait en vacances, c'était toujours, il y avait une fête, il y avait les shichettes. Mais on ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait, mais on était dans l'ambiance. Et ce soir, j'ai compris les mots et j'ai trouvé ça très beau. La poésie, non seulement la poésie qui remonte à
Zaman. Je sais pas. Yem Zaman, tu vois. Et donc, et j'ai aussi, je me souviens d'un ami qui avait fait une recherche sur les chirettes en disant qu'elles avaient participé à la résistance. Ce qu'on ne dit pas non plus. Ces femmes étaient un peu des femmes relais. Complètement. À l'époque du protectorat, effectivement, elle faisait passer des messages de montagne en montagne, dans les plaines. Elle parlait même des fois de l'arrivée de l'armée française en envoyant des signaux. Non, elles ont été complètement actives, effectivement, au moment de la résistance au protectorat. Oui, tout à fait. On a une autre question ici devant. Et après, madame. Je voulais savoir, en réalisant ce film, vous abordez un certain nombre de problématiques qui dépassent finalement les frontières du Maroc. Mais il me semble, lorsqu'un réalisateur produit quelque chose, réalise quelque chose, il veut envoyer un ou plusieurs messages. Du coup, je serais intéressée de savoir quels sont vos messages, avec quoi on doit partir ce soir de votre part, outre cette belle histoire que vous nous racontez. Derrière ce film, il y a un homme. Qu'est-ce que voulez-vous nous dire, en fait ? Alors, je ne fais pas forcément du cinéma pour passer des messages. Je fais du cinéma pour exprimer, pour dire, pour montrer ce qui me hante, ce qui me bouleverse, ce qui me fait mal parfois, ou ce qui m'inspire. Et c'est vrai que le propos même du film traverse les frontières, mais je ne m'en suis pas rendu compte au départ. En réalité, tout est parti d'une admiration profonde pour ces femmes et d'un sentiment d'injustice. Et comme pour moi, le respect et la justice sont probablement parmi les deux choses qui règlent ce monde, et quand elles ne le règlent pas et qu'on tombe dans le deux poids, deux mesures, immédiatement, on le ressent très très vite, très très fort, partout, dans les conflits qu'on voit en ce moment, notamment à Gaza par exemple, et ben, ça me heurte, ça me violente. Et je trouve que dans l'admiration que je ressentais vis-à-vis de ces femmes, il y avait aussi en creux cette incompréhension et ce sentiment d'injustice par rapport à ce qu'elles ont apporté à l'histoire du pays dont on parlait à l'instant, depuis le 19e, parce qu'elles ont été de tous les combats contre tous les potentats locaux, bien avant le protectorat, jusqu'à nos jours, et comment petit à petit leur image s'est transformée dans la société à cause des conservatismes, à cause, pour plein de raisons différentes, comment on a voulu les mettre à une certaine place et oublier ce qu'elles ont pu exprimer avec toute leur puissance, toute leur majesté, tout ce qu'elles ont pu exprimer à travers leur chant. Et c'était une façon aussi, quelque part, ce film, de leur rendre justice, de leur redonner un statut, de leur redonner une dignité et de dire à tout le monde à quel point il faut les voir avec les bons yeux, avec le bon regard, et ne jamais oublier à quel point aussi ces femmes ont pu, et sont toujours d'ailleurs, les relais d'une parole et d'une émancipation qui traverse en effet les frontières ici de ce côté de la Méditerranée sur des sujets terriblement contemporains. Merci. Tout d'abord, voilà. Tout d'abord, merci pour tous vos films, pour l'amour que vous portez au Maroc, à ces femmes, à ces enfants, à ces hommes. Donc ça, déjà, merci. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une jeune fille qui veut devenir cheikha au Maroc? D'abord, je dirais qu'elle a raison, parce que comme toutes les traditions, l'art de la haïta doit se transmettre pour se perpétuer. Et malheureusement, ce à quoi j'assiste, c'est la mort lente de plusieurs figures majeures de cheikhat qui ont jusqu'à récemment incarné cet art auprès du grand public, auprès de la population. Une d'ailleurs, parmi lesquelles qui a coaché Nisrine, qui s'appelle Khadija al-Bedawiya,
qui est morte pendant la préparation du film, qui nous a laissé en héritage cette petite tareja que Nisrine utilise dans le film. Tareja, c'est ce petit tambourin, parce qu'une vraie shikha n'est pas une vraie shikha si elle ne connaît pas les haïtas et si elle ne sait pas battre le rythme. Et c'est important quand on aime quelque chose qui se perpétue et qui se transmette. Et aujourd'hui, malheureusement, très rares sont les shikhats qui perpétuent l'art de la haïta, sachant qu'il n'y a pas de retranscription écrite de ces haïots, que c'est une tradition orale, qu'il y en a une vingtaine, qu'il y en a certaines qui sont très très longues, qui font 45 minutes, et qu'elles racontent des choses cruciales sur l'histoire du pays, et que si elles ne sont pas transmises aux nouvelles générations, ces choses-là vont disparaître complètement du paysage artistique, social, politique du pays et culturel. Donc s'il y avait des jeunes filles un peu plus nombreuses qui voudraient devenir shikha, je les inciterai à continuer à perpétuer cet art. Il y en a une qui est aussi parmi les shikhats qui ont coaché Nisrine pour le film, qui s'appelle Siam Sfiouya, qui a 25 ou 26 ans, qui habite Safi et qui est dans l'orthodoxie pure de la haïta. Et c'est très beau d'entendre. Bonsoir. J'avais juste une question. Je voulais savoir en fait si le film avait été projeté au Maroc ou s'il était prévu, projection dans le futur. Et s'il a été projeté, quelles ont été les réactions de la population marocaine en fait, ou du public marocain? Merci. La première projection officielle du film au Maroc aura lieu après-demain au Festival de Marrakech, vers lequel je m'envole demain soir. Et la sortie officielle au Maroc est mercredi prochain, donc le 11 décembre. Voilà, je pourrais vous répondre après cette date-là. Madame d'abord. Madame d'abord, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est ici à droite, à votre droite. Bonsoir. Moi, je voulais tout simplement vous remercier, en fait, parce qu'à chacun de vos films, je suis impressionnée. J'ai grandi avec Ali Zawa parce que j'ai grandi au Maroc. Et puis, c'était Les Chevaux de Dieu. Et puis, Much Loved, pour moi, c'était l'apothéose. Et je voulais vous féliciter de vos choix d'actrice. Après Loubna Abidar, je me suis dit non, c'est pas possible. Et là, l'actrice dans Everybody Loves Tuda est juste incroyable. Vraiment, elle est... Enfin voilà, je suis épatée et je vous remercie de ça en fait. Et merci à vous de lui rendre hommage, elle le mérite. Monsieur. Ah oui, merci. Je voulais juste... c'est fort. Donc, le phénomène des shikhas continue, non, au Maroc, quoi. Est-ce qu'il n'a pas une dimension un peu clandestine, un peu, voire mal vue, voire, entre guillemets, femme de mauvaises mœurs, etc., etc. Donc voilà, les shikhas ne sont pas arrêtés, mais sont devenus des danseuses un peu de cabaret. Ici, vous leur donnez une valeur, une image et une valeur qui est absolument extraordinaire, et à travers ce que vient de dire Madame, votre actrice est absolument sublime, quoi, et nous la remercions pour cela. Elle est flamboyante. Mais quelle est cette réalité-là aujourd'hui? Enfin, voilà. Non, mais c'est celle que vous décrivez, monsieur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un changement de perception, et c'est ce que raconte le film, dans le regard de la population, de l'opinion publique sur ces femmes qui ont à un moment, et c'est dit dans le texte du départ, été vues, perçues comme des héroïnes, et des artistes aussi, et qui, effectivement, à partir de l'exode rural qui a commencé dans les années 50, 60, ont dû monter dans les grandes villes comme Casa, Rabat, Marrakech et autres, et chanter dans des cabarets, dans des bars où l'argent, l'alcool circulent à flot. Et donc forcément, le regard qui a été porté sur eux est plus celui qu'on porte sur des artistes, mais sur des femmes de mauvaise vie. Et c'est au point où c'est devenu presque une insulte aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait très, très mal au cœur. Madame, oui. Oui, bonsoir. Je suis là.
au milieu. Merci beaucoup pour cette œuvre magnifique. Vous dépeignez une réalité difficile, douloureuse, un parcours et de vie et un parcours d'artiste qui est une épreuve, une réalité encore bien actuelle. Mais la question, c'est de savoir, OK, il faut plus de jeunes filles qui devraient s'engager à perpétuer cette tradition de la haïta, de la shira. Mais la réalité, vous la dépeignez. C'est pas si évident pour ces femmes. Elles sont, elles sont maltraitées, elles sont dans des situations très difficiles la nuit, pas toujours avec une sécurité pour leur propre vie ou leur quotidien, avec pour certaines des enfants, comme vous le dépeignez. Mais quel avenir vous entrevoyez pour ces femmes? Je veux dire, devenir artiste en tant que femme dans tout le monde, c'est difficile. Au Maroc, je pense que c'est encore plus difficile. Le milieu du sha'bi, de la haïta, est un milieu très complexe et difficile pour ces femmes. Alors vous terminez sur une image où cette femme a l'air d'avoir compris qu'un avenir meilleur l'attend. Mais la question, c'est est-ce que cet avenir meilleur l'attend toujours dans la musique ou elle quitte ce monde? Enfin voilà, c'est pour moi pas évident de saisir comment vous voyez le futur de ces femmes. Il n'y a pas de réponse franche à votre question, parce que vous avez raison quand vous décrivez la fragilité de leur statut, le risque qu'elles encourent en permanence, parce qu'elles sont effectivement sur un fil, comme des équilibristes, dans l'exercice de leur art, à devoir chanter dans des lieux qui les mettent en péril. Et pourtant, elles résistent. Et c'est une forme de résistance à travers leur art et à travers le chant qui est admirable. Alors, est-ce qu'en partant du concept, du contexte que vous décrivez, que je décris dans le film, elles doivent baisser les bras, abandonner et laisser ce chant libre? Je ne crois pas. Je pense que les choses sont en train de changer au Maroc et ailleurs. Je pense que, et souvent j'en parle avec Nisrine, pour une femme actrice, il y a 30 ans ou même 20 ans, c'était bien plus compliqué qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ou réalisatrices, elles arrivent à s'imposer, elles arrivent à imposer un regard, elles arrivent à interpréter, à incarner des personnages avec une telle puissance que ça en devient admirable. En tout cas, ça force le respect. Et de la même manière, je pense que s'il y a plus de jeunes générations qui acceptent de franchir le pas, petit à petit, le regard va forcément changer parce que c'est le sens de l'histoire. Moi, j'ai ouvert une fondation au Maroc qui s'appelle la Fondation Alizawa, que certains et certaines d'entre vous connaissent ici, qui ont fréquenté nos lieux. Je me rappelle quand on a démarré le premier de nos centres. Alors, c'est des centres culturels un peu à la manière de la Maison de la Jeunesse et de la Culture de la petite ville de banlieue parisienne où j'ai grandi, la MJC, où on apprend, en tout cas à nos jeunes, à regarder le monde à travers les arts et la culture, en s'exprimant et en racontant leurs propres récits. Et quand on a démarré ces centres, le premier d'entre eux, il y avait 90% de garçons, 10% de filles. Et aucune n'osait monter sur une scène, chanter, danser. Et 2 ans après, il y avait 55% de filles, 45% de garçons, et les filles chantaient, dansaient, se déhanchaient sur une scène, devant les regards de leurs parents, pour certains d'ailleurs qui ne les avaient jamais vus comme ça et qui étaient très conservateurs, et qui étaient fiers de voir leurs filles s'exprimer sur une scène. Vous voyez, madame, ça fait partie des choses qui me donnent de l'espoir et qui me donnent envie de continuer à y croire et de me battre. Bonsoir, je suis là. Merci encore pour vos films parce que ce sont des chefs-d'œuvre pour moi et qui touchent en plein cœur, vraiment, encore un qui touche en plein cœur. Moi, je voulais dire juste à travers du parcours singulier de Touda, j'ai l'impression qu'en fait, elle représente énormément de femmes. Toutes ces femmes qui sont au carrefour de violences qui leur sont faites. Donc ça commence déjà par un viol, violence déjà sexuelle, sans compter les violences psychologiques, le fait qu'elles soient stigmatisées,
qu'elle soit maltraitée, on va dire, psychologiquement, hein, entre la pute, la salope, mais en même temps la mère sacrée, monoparentale, aussi, qui subit des violences économiques, beaucoup de violences économiques, et donc et qui finalement en fait trouve pas de lieu pour déposer cette souffrance. On sent une énorme solitude, et peut-être le seul lieu, c'est l'exutoire, c'est le chant ou le cri, on peut dire le cri, et qui rejoint, j'ai envie de dire, toutes ces personnes qui, par le chant, luttent en fait. J'ai pensé au gospel, par exemple, du temps de l'esclavagisme, pensé aussi au jazz, aussi du temps de la ségrégation raciale, aussi aux États-Unis. Et donc, voilà, j'ai l'impression que c'est un film à la fois singulier et en même temps universel. Merci. Alors, le petit village de Touda, là où ses parents habitent, c'est vers Azilel, dans l'Atlas. Et là où elle habite avec son fils, c'est à Sidi Ali. C'est une toute petite ville qui est de l'autre côté du fleuve Rabeh, de l'autre côté d'Azmo. Oui. Oui, oui, oui. Madame, je vous en prie. Bonsoir. Merci beaucoup en tout cas pour votre film. Et je pense que la Haïta est de retour. En fait, je voudrais me permettre de faire de la publicité un peu. Il y a Nassim Haddad qui vient en janvier, qui est un chanteur de Haïta. Et donc, il sera à Bruxelles au Cirque Royal le 17 et 18 janvier. Donc, ce serait bien d'avoir un public polyvalent et pas que des Marocains. Donc, ce serait bien pour ceux qui ont aimé de venir. Je n'ai pas du tout... Vous n'êtes pas son agent. Rien à voir avec le concert, je vais y aller moi-même en tant que spectatrice, donc au cas où. Donc je prends l'opportunité de le dire au cas où des gens voudraient y aller. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Monsieur, attendez. Bonsoir. Monsieur, ici au milieu. Bonsoir. Bonsoir Nabil, je suis là. Alors, oui, bonsoir, monsieur qui lève la main, allez-y. Alors, excusez-moi, je suis un peu perdu d'un seul coup. Voilà. Ça se passe où Nabil, bonsoir. Ah, bonsoir. Vous êtes sous la lumière, c'est pour ça que je ne vois pas. Ça va. Félicitations. Bravo. C'est un masterclass. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai une question qui m'a intrigué. C'est le Touda. Ça va? Vous me voyez? Oui, ça va. Oui. Touda. D'où vient Touda? Touda loves everybody and everybody loves Touda. Parce que dans le générique, c'est commencé par un Touda loves everybody and everybody loves Touda. Donc il y a un peu de jeu d'inversion. Exactement. Oui. Donc, comment ça a commencé cette histoire de l'origine de Touda et comment ça a commencé l'histoire de créer... Touda, c'est un prénom amazigh. Merci. Vous le savez certainement. C'est un prénom amazigh et c'est un très ancien prénom. Et en fait, le titre vient de ce sentiment que j'ai en observant les shikhats, qu'elle pourrait donner l'impression d'être aimée par beaucoup de gens qui viennent les voir, les écouter, mais qu'en réalité, elles sont mal aimées et qu'elles sont en permanence en quête d'amour. Le véritable et seul amour de Touda dans le film, c'est son fils, c'est Yassine, c'est son pilier, c'est celui pour lequel elle a envie de se battre pour un avenir meilleur, pour une élévation sociale. Mais le reste, c'est un amour finalement dont elle ne veut pas, et c'est ce qui la plonge dans une forme de solitude profonde dont parlait aussi cette femme. Sa vie, elle est vraiment faite entre le beau et le laid, et le film est construit dans ce paradoxe. Le laid, c'est la nuit, c'est l'argent, l'alcool, ces bars, ces lieux dans lesquels elle est obligée de se produire pour gagner sa vie. Et le beau, c'est la nature, c'est son fils, c'est cet art. Et c'est sur la base de ce paradoxe que j'ai construit le film et ce titre, mais à prendre évidemment au deuxième degré. Oui. Bonsoir. Ici à gauche. Par ici. Bonsoir, pardon. Bonsoir. Moi, ma question ne porte pas réellement sur Touda, mais plutôt sur son fils et ce clin d'œil en fait qui est fait aux personnes en situation de handicap au Maroc et ce manque d'infrastructures. Est-ce qu'il y avait une réelle volonté de connecter en fait la situation de ces deux personnages, donc d'une femme qui une chikha qui est dans une situation particulière, dans une fragilité sociale, et également la fragilité en fait des personnes en situation de handicap au Maroc?
Non, il n'y avait pas cette volonté-là, pour être honnête. J'avais par contre la volonté de dire que la seule personne au monde, dans le monde de Touda, qui était capable d'entendre réellement Touda chanter et de l'aimer, c'était une personne, son fils en l'occurrence, qui était sourde. Et que tous les autres qui ne l'étaient pas ne l'entendaient pas réellement et ne la voyaient pas pour ce qu'elle était. Et parce que la relation qu'elle a avec son fils, elle dépasse de très très loin l'ouïe. Elle est sensorielle, elle est vibratoire et elle est basée sur quelque chose qui se transmet au-delà de nos cinq sens. Voilà, c'est pour ça que je voulais que cet enfant soit sourd. Et puis il y a d'autres choses qui sont liées un peu plus profondes et liées à une part d'intime aussi de mon enfance. Oui, madame. Oui, dans le même ordre d'idées, on parle beaucoup de l'actrice. Moi, l'enfant m'a énormément touchée parce qu'il réhumanise toute cette violence qui traverse le film. Et cet enfant vient adoucir et apporte finalement cette harmonie. Je trouve qu'il y avait une belle harmonie et ça a été possible dans le regard de cet enfant qui était plein d'espoir. On parle de statut des artistes et je trouve que l'espoir est là. Et voilà, c'était réconfortant, je dirais. Ah ouais, non, mais vous avez raison, parce que quelque part, cet enfant, c'est aussi l'homme de demain. Et Joud Chamali, le jeune garçon qui interprète le rôle de Yacine, j'aurais peut-être dû le préciser, n'est pas sourd dans la vraie vie. Et lui aussi a fait un travail d'acting remarquable. Aidé d'ailleurs aussi beaucoup par Nisrine, je dois le préciser. On a beaucoup parlé de toutes les qualités du film, mais je trouve qu'on en a oublié une, qui est la mise en scène. Et il y a une scène que je trouve incroyable, c'est la scène finale qui est un plan séquence. Et ce plan séquence, on le sent, mais c'est vraiment quand on se retrouve vers l'ascenseur, on se dit mais il n'y a pas eu de coupe. On a vécu avec elle tout ce moment, donc on a traversé. Pour moi, c'est une espèce de métaphore de tout le film. Et je trouve qu'on traverse toutes les émotions, tous les obstacles. Mais ce qui est très fort et très beau, c'est qu'on termine sur la victoire de cette femme. Et je dirais aussi la victoire du cinéma, parce que finalement, quand on arrive à faire concomiter le fond et la forme, c'est là où le cinéma est pour moi un art total. Et donc bravo pour cette séquence et pour le film. Je vous remercie d'abord, monsieur, d'avoir parlé de mise en scène et de cinéma. Mais vous avez employé des mots très justes, parce que ce plan séquence de la fin, qui fait quasiment 8 minutes, c'est en effet une métaphore de ce qu'on traverse avec Touda pendant tout le film. Et c'est pas une volonté d'aller chercher un exploit technique, parce que c'est quelque chose en général qui me met à distance dans le cinéma quand je vois des plans séquences pour le plaisir du plan séquence, mais c'est une volonté de permettre à mon actrice de laisser son émotion monter sans l'interrompre. Parce que ce que je cherche dans ce plan séquence, c'est la complexité des sentiments qu'elle nous offre dans la redescente. C'est tout qui se mélange sur son visage. C'est à la fois une déception, mais aussi un autre espoir. C'est une dignité retrouvée, c'est une capacité à avoir dit non, avoir touché les étoiles du doigt, mais en même temps sans y être complètement parvenu. Voilà. Et pour ça, il y a quelque chose à construire avant pour que ça fonctionne. Un peu fou, un peu utopique au départ, quand je commence à en parler autour de moi à mon équipe, parce que démarrer sur un gros plan d'une portière de voiture et puis en sortir pour rentrer dans ce hall d'hôtel et monter 30 étages, arriver, trouver un autre escalier lumineux, rentrer backstage sur la scène, puis redescendre en sens inverse. Je vous laisse imaginer en fait le degré de complexité que ça a pu supposer, mais en même temps, le cinéma ne serait pas du cinéma s'il n'était pas obsessionnel. Il y a forcément une obsession qui doit à un moment nous guider dans notre désir et notre utopie
pour raconter une histoire. Et ça a été ce plan-là, en fait, qui a été fondateur du film. Donc j'ai décidé que ça allait être ça, mon obsession, et j'ai travaillé 3 mois sur une scène de théâtre, enfin dans différents endroits, pour essayer de trouver des solutions qui permettent ces quelques secondes magiques de redescendre avec elle, d'exister. Alors, une toute dernière question. Allez-y. Bonsoir. Tout au-dessus, près de la lumière. C'est par ici, tout au fond. Juste au... Je suis désolé, je ne vous vois pas du tout, monsieur. Ah, vous êtes tout sous le projecteur, d'accord. Je suis le dernier de la classe. D'accord. Alors, merci pour ce beau film. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que la mosquée est fort présente dans le film. Dans plusieurs plans, et on regarde Masjid. Il y a dans la dernière scène aussi, au fond, la mosquée Hassan II. La scène où la voix de la chanteuse fusionne avec l'appel de la prière. J'ai trouvé ça très beau. Alors ma question, en quoi la réflexion sur, parce que je soupçonne un positionnement esthétique et philosophique aussi derrière, en quoi la question de la religion, de la spiritualité a nourri le travail sur le film? Alors la mosquée n'est pas très présente visuellement dans le film. Par contre, vous avez raison, il y a ce son et cet appel à la prière qui, pour moi, raconte aussi beaucoup sur un moment, la rencontre avec le réel et que faire avec le réel, et surtout à quel moment dire moteur, à quel moment dire couper. Et on est dans cette chambre d'hôtel à Casa, dans le centre-ville, et on a en effet une mosquée qui est juste à côté de l'hôtel et qui joue en off et qui rythme le tournage du film, parce que chaque fois qu'il y a l'appel à la prière, évidemment, la première chose que dit l'ingé son, c'est « on attend, s'il vous plaît, que ça se termine pour pouvoir continuer ». Et là, on est pris au dépourvu parce que c'est en plein milieu d'une prise où j'ai envie de donner le temps au temps et à l'actrice la possibilité de rentrer dans une forme d'intimité pour répéter sa haïta, que cet appel à la prière survient. Et vous le savez peut-être, certainement, en islam, quand l'appel à la prière survient, on n'est pas censé chanter au même moment, on est même censé s'arrêter. Et là, je me demande évidemment ce que je fais, et puis évidemment, tout aussi évidemment, je continue, et j'observe, et ce qui se passe est très beau, parce que dans une scène qui dure, Nisrine essaye au début de lutter, de trouver sa propre tonalité, de s'ajuster, et puis finalement de rencontrer le sacré, le divin. Voilà. Et c'est vraiment cette rencontre entre ce chant qui pour beaucoup d'ailleurs pourrait être un chant sacré avec le divin qui s'opère dans une espèce de magie comme ça. Et quand ça se termine, il y a un grand silence sur le plateau et puis surtout la conviction que ce plan figurera dans le film. Eh bien, merci. Merci pour vos nombreuses réactions. Le film passe encore cette semaine au Cinéma Med, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à voter pour le prix du public. Encore merci et bonne soirée. N'hésitez pas à aller le voir le 18 décembre parce qu'il est distribué aussi en salle en Belgique, n'est-ce pas Stéphane, le 18 ? Par Cinéa. Bonne soirée.